Bonjour, aujourd'hui dans notre émission, nous recevons M. Rachidi Moubouana. C'est un Congolais d'origine évoluant aux États-Unis d'Amérique et plus précisément à New York City. Lui, nous allons parler de l'adaptation de la diaspora contre les réalités de pays d'accueil, c'est-à-dire quand ils évoluent hors de leur pays d'origine. Bonjour, M. Rachidi. Bonjour, M. Dan. Je suis heureux de vous trouver sur le plateau de la Voix de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle brièvement de votre expérience d'homme d'affaires, puisque vous avez jugé bon d'évoluer en privé qu'être dans une profession rémunératrice. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce que vous faites ici à New York? Oui, brièvement, je veux dire que je suis arrivé ici en 98, en 98, comme on dit chez nous. Je ne suis pas tombé comme ça par hasard dans le business. J'ai d'abord commencé, comme tout le monde, à chercher du boulot par-ci, par-là. Et à 2 semaines seulement de mon vécu aux États-Unis, j'ai senti que le terrain n'était pas facilement accessible. Dans une année, j'avais parcouru au moins 8 boulots que j'ai changés. Et cela m'a donné vraiment la matière à réflexion. C'est-à-dire que j'ai conclu qu'il fallait un jour penser de créer quelque chose. D'être indépendant. D'être indépendant Okay. Et d'évoluer seul. Et vous évoluez seul dans quel domaine? C'est-à-dire, le pays dans lequel nous sommes, c'est le pays du capitalisme. Et d'opportunités? Oui, les opportunités sont multiples, c'est vrai. L'investissement aux États-Unis n'est pas l'apanage seulement des Américains. Tout le monde qui arrive aux États-Unis peut investir dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de limite. Étrangers, nationaux, des visiteurs temporaires peuvent investir aux États-Unis et le gouvernement a fait... Pourvu que vous contribuez aux impôts. Aux impôts, c'est-à-dire faire connaître l'affaire. Il ne faut pas évoluer dans la cachette. Et peut-être la cachette aussi, ça a des avantages, parce qu'il y a aussi, au moment, si l'affaire ne tourne mal, vous devez avoir des allocations un petit peu depuis le gouvernement. Okay. Et vous allez formuler une demande si vous êtes inscrit officiellement et vous allez vous relever. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites exactement? Non, actuellement, j'investis dans le capitalisme. Le capitalisme, donc, les gens ne comprennent pas bien le capitalisme, c'est quoi? C'est le capitalisme, c'est celui qui investit l'argent pour produire l'argent. L'argent liquide et qui produit l'argent. Okay. C'est ça le capitalisme. Okay. Et ce n'est pas seulement l'économie comme elle marche, mais l'argent produisant l'argent. C'est ça le capitalisme. Et concrètement, dites-moi un tout petit peu, l'argent produit l'argent. C'est-à-dire, je suis dans les crédits, oui. Les microcrédits. C'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé un peu d'argent. Je n'avais jamais été aidé par qui que ce soit. C'est des petits sous. Je me suis donné une certaine discipline. Les comètes de mortels. Comment vous pouvez expliquer ça pour que tout le monde comprenne ça? Non, le capitalisme, c'est simplement le fait de prendre l'argent liquide, investir cet argent liquide qui produit l'argent liquide. Ça ne veut pas dire que vous achetez la marchandise quelque part que vous allez revendre. L'argent, investi dans l'argent et produit l'argent. Et en simple, c'est-à-dire que je donne le crédit à quelqu'un, il vient emprunter de l'argent et en dehors d'un délai, il doit rembourser avec un intérêt tout à fait minime par rapport à ce que font les autres, parce que avant, j'avais cette idée, je l'ai mûrie pendant longtemps, et je voyais les hindous, les Américains et d'autres nationalités, les Chinois, ils font pareil. Mais moi, je m'étais dit, bon, j'ai vu leur taux d'intérêt qui était un petit peu élevé. Et je me dis, mais pourquoi ne pas démarrer quelque chose qui soit, par exemple, 15% pour chaque sou investi. On récolte 5% de retour dans la boîte
Et puis, c'est comme ça que ça va évoluer. Et puis, il faut gérer ça de façon tout à fait responsable, disciplinée. OK. Alors, où est-ce que vous avez eu votre capital de Le capital, c'est comme je venais de le dire avant, ça veut dire je me suis imposé une discipline. La discipline, c'est quoi? Avant, je suis arrivé ici, j'achetais des voitures. Ben, chaque 2 ans, j'avais une nouvelle voiture, des voitures de luxe. Mais ça n'aboutissait à rien. Ben, j'ai mis dans le truc des taxis, ça n'a pas payé. Et puis, je me dis, c'est beaucoup de dépenses. Les tickets, comme à New York, vous savez, c'est un environnement tellement compliqué pour rouler en voiture, parce que vous pouvez vous arrêter au feu rouge, il y a un policier qui dit qu'il vous colle un ticket. Et vous payez $100, $150. Plus $100, plus de $100, 115, $150, selon la faute commise. C'est ça, et c'est très fréquent. Et c'est très fréquent. Par semaine, vous pouvez amasser, par exemple, 3 tickets. Ça vous coûte combien? 300 et quelques dollars. $450. Ben voilà. Et dans ce cas, je me dis, non, je dois limiter toutes ces dépenses-là. Je dois m'imposer quelque chose là. Et je ne veux plus payer les assurances des autos. Alors, avec ça, j'ai gardé un peu de soi avec moi. Et avec ça, bon, j'ai commencé à envoyer, j'ai envoyé 2 fois en Europe des sous. Ça m'est revenu avec les intérêts. Et c'est ça qui a démarré l'affaire. OK, donc ça, c'est un bon début. Ouais. Parlons d'abord, il y a des gens qui quittent chez nous, et généralement, qu'on appelle les immigrés. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens viennent de partout ici aux États-Unis. Ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Asie, ils viennent de l'Afrique. Qu'est-ce qui les amène? Puis c'est comme qui dirait, il y a un appât ici qui attire tout le monde. Et tout le monde veut venir aux États-Unis. Et une fois aux États-Unis, est-ce que la vie ça semble être facile? Non, mais franchement, les réalités de la vie aux États-Unis, c'est selon d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que chacun il tombe sur un terrain. Et ce terrain-là, est-ce qu'il lui est accessible ou non? Mais généralement, nous ressentons une douleur immense de nous adapter aux États-Unis. C'est ça. Et ce n'est pas facile. Pas facile du tout. Pas facile, surtout pour les gens qui ont étudié, par exemple, dans leur pays. Quand vous venez ici, vos diplômes ne sont pas tout de suite reconnus. Ils ne sont pas considérés. Il n'y a pas que les Africains qui sont confrontés à ce problème. Toutes les nationalités du monde. Quand les gens arrivent aux États-Unis, vous apportez un diplôme d'ailleurs et ce n'est pas considéré. Les diplômes européens, ce n'est pas considéré. À moins que vous soyez embauché par une compagnie européenne qui connaît la valeur de votre diplôme, à ce moment-là, vous serez rémunéré par rapport à votre niveau d'études. Mais dans les entreprises américaines, dans tout ce qui est américain, ce n'est pas reconnu. On vous prend avec un niveau légèrement inférieur. Tout à fait inférieur. Je connais les cas de beaucoup de médecins qui viennent chez nous. Quand ils viennent ici, ils ne sont même pas considérés comme des infirmiers. Ils doivent... non, attention, parce que c'est ça le problème généralement. Les gens pensent que la médecine et les sciences infirmières, c'est la même chose. Bien que ce sont les gens qui travaillent dans l'hôpital. Chez nous, les médecins pensent qu'ils sont chefs des infirmiers. Mais ici, quand vous êtes dans les hôpitaux, vous sentez que c'est 2 domaines séparés. Donc, ils collaborent. Il n'y a pas de chef. Voilà. Donc, les infirmiers, c'est une carrière, statut, leur chef. Donc, un médecin, quand il est là, il fait les actes médicaux. Il s'arrête là et l'infirmier continue. Mais chez nous, c'est l'inverse. Bon, de toute façon, revenons à ce que nous parlons. Les gens quittent le pays de partout au monde. Ils viennent aux États-Unis. Ils ne sont pas dans le domaine qu'ils ont étudié. Non. Et c'est votre cas? Oui, mais beaucoup d'autres, tous les compatriotes, c'est-à-dire les Congolais qui sont arrivés ici, beaucoup ont des diplômes qu'ils ont obtenus ailleurs. Des niveaux universitaires. Des niveaux universitaires.
Moi, je suis arrivé ici, que ce que je fais, ça ne m'a pas souri tout au début. Et puis bon, je suis parti au collège pour essayer. Donc reprendre les études. Reprendre les études, parce que j'ai commencé vraiment, dès 6, je vais à l'université. Et puis au collège, ici, ce que j'ai obtenu, obtenir seulement le diplôme ne suffit pas. Parce que quand vous obtenez le diplôme ici, ça dit que vous êtes capable de créer quelque chose. Vous êtes, comment on appelle chez nous, là, vous êtes comme un scientifique, c'est-à-dire que vous devez faire un travail qui profite à la communauté. À la communauté. Ce n'est pas aller dans un bureau, travailler pour gagner son salaire, c'est tout. C'est ça. Tu fais des études, tu as quelque chose en tête qu'il faut créer à la fin au bout de tes études, ça profite à la communauté, créer une entreprise, créer un travail qui fasse du bien. Cela dépend de la formation que vous avez suivie. Voilà. Bon, par exemple, quand vous êtes dans le domaine économique, dans le domaine des social workers, que dites-vous de quelqu'un qui fait, par exemple, les sciences humaines, par exemple la biologie, quelqu'un qui fait l'anthropologie médicale? Est-ce que vous voyez cette personne créer une entreprise? C'est facile. C'est vrai, l'entreprise, on n'a pas besoin de faire aussi des études poussées. Hein. Il y a des entrepreneurs ici qui n'ont rien fait. Bill Gates, par exemple. Bill Gates est l'homme parmi les plus riches du monde. C'est ça. Mais vous voyez, est-ce qu'il a été, il n'a pas fait les études universitaires. C'est ça. Mais c'est le plus grand patron du monde. C'est-à-dire que ça lui est arrivé, il a pensé qu'il fallait mettre quelque chose au point, mais il s'est fait aider par des personnes, des tierces personnes pour monter l'affaire. Ce que j'ai appris, il y a même les gens qui sont dans les domaines de postage, par exemple les FedEx. Les FedEx. Ce sont les gens qui ont commencé dans une petite maison et se débrouillé. Aujourd'hui, ils sont internationaux. C'est du grand business. C'est ça. Alors, revenons un peu concrètement aux immigrants. Donc, quel est le plus grand problème que les immigrants trouvent sur terrain ici aux États-Unis? Vraiment, puisque eux-mêmes, ils disent, quand vous venez ici, c'est un pays d'opportunités, ils parlent en anglais, tu peux réaliser American Dream. Et donc, puisqu'on a vu les gens qui sont venus avec rien, aujourd'hui sont des milliardaires. Est-ce que c'est facile de le faire? Et quelles sont les difficultés d'abord pour arriver au niveau où vous pouvez être considéré que vous êtes indépendant? Non, mais parce que d'abord, la vie est très chère aux États-Unis. Oui. Et contrairement à ce que les gens apprennent depuis l'extérieur, la vie est très chère. Le loyer qui noie tout le monde. À New York, c'est le loyer, l'handicap majeur. C'est ça. Et si vous surmontez le point du loyer, c'est-à-dire vous pouvez avoir aussi la possibilité de penser à créer quelque chose qui vous profite dans le futur. Donc, il y a le loyer, il y a l'adaptation de la langue. Si vous ne parlez pas l'anglais, il faut d'abord approfondir un peu, connaître le jargon du milieu. Donc, il ne suffit pas seulement de parler, il faut aussi savoir écrire. Savoir écrire. Si vous voulez communiquer dans les business. Oui, même conduire, partout, il faut savoir lire et comprendre tout ça. Vous savez, les panneaux, c'est un peu partout sur les grandes routes. Et comment arriver là-bas, et vous lisez la carte, tout ça. Et alors, comment les gens s'adaptent? Puisque la langue, pour ceux-là qui viennent de pays anglophones, n'ont pas assez de problèmes. Bien qu'il y ait un problème de diction. Oui, il y a un peu d'accent. Ils appellent accent. Bon, vous pouvez parler d'un non, il y a un accent. Donc, on identifie directement que tu n'es pas américain. Bon, alors maintenant, ceux-là qui viennent de pays purement hors anglais, comment ils se débrouillent? Vraiment, ils se débrouillent. Là, c'est votre cas. Oui, c'est d'ailleurs ceux-là qui réussissent le mieux. Le plus vite possible. Parce que quand vous venez, vous ne savez rien de l'anglais. C'est l'anglais que vous entendez dans le milieu d'habitation, dans le milieu de professionnel. Et partout où vous allez, c'est cet anglais-là que vous allez copier. Et vous vous adaptez facilement plus que... Et c'est vrai que ceux des anglophones, ils savent écrire très bien, mais ils comprennent aussi très difficilement. Parce que la diction est différente. Oui, un peu différente. Parce que l'américain, il suffit que tu prononces différemment de ce que lui a l'habitude d'entendre. Il n'y a pas de communication. Non, il s'en va. Il boude, il dit, mais non, je ne sais rien, fous-moi la paix. Donc tu veux me prendre le temps, chercher à comprendre ce que tu veux. Ben voilà.
Alors maintenant, pour s'en passer, pour aller plus loin, donc vous recommandez que ceux-là qui viennent doivent absolument aller au cours, ou bien vous pensez que seulement l'anglais de la rue suffit pour les Non, affaires? il faut aller dans le cours. Il faut aller au cours pour savoir un peu écrire l'anglais. La rue aussi va vous aider. Vous n'avez pas besoin de conjuguer beaucoup d'efforts pour parler l'anglais ici, parce que partout où vous allez, ça communique en anglais. C'est ça. Dans le bus, dans le métro, dans le train, partout c'est l'anglais. Donc vous n'avez pas à vous consacrer. Prenez quelque chose, une radio transistor, prenez quelque chose, une télé, avec mettre des trucs sous-titrés, et puis vous regardez quand il parle. Vous dites, mais ces mots, c'est comme ça qu'on le prononce. Vous attendez, puis vous regardez. Et vous apprenez facilement. C'est pratiquement, j'étais avec une dame qui était venue du Congo. Ouais. Alors, elle demandait une avenue. La façon de la prononcer, qu'elle n'a pas compris. Alors, elle a expliqué que c'est dans les environs, 3e avenue ici. Alors, l'Américain qui dit c'est Arthur Avenue. Arthur. Alors, c'est Arthur. Donc, la femme était perdue. Voilà. Donc, c'est-à-dire, elle montre maintenant le papier qu'elle avait. C'est écrit Arthur Avenue. Donc, alors, yeah, that's Arthur Avenue. Attends. Oh, oui. Alors, il n'y avait pas de communication. C'est compliqué. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est encore un problème. Donc, vous recommandez aussi que ceux-là qui viennent doivent apprendre quelque chose avant de venir, ou bien ça va encore leur donner beaucoup plus de problèmes quand ils viennent arriver ici avec l'anglais qu'ils apprennent chez nous? Moi, je pense qu'il faut avoir des notions de base. Des notions élémentaires. Parce que moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas d'interprète avant de communiquer avec l'interprète, c'est à l'immigration. C'est ça. Ce n'est pas dans la rue, tu n'as pas d'interprète. Mais comme j'ai appris l'anglais chez nous, je dis, quand il prononce, j'essaye de me tordre un peu la tête. Je dis, mais c'est quoi ça? Et pour finir, je découvre le mot. Alors, c'est comme ça qu'on le prononce. Et quand ça rentre, ça reste? Ça reste. Parce que vous avez Oui, ça reste. Et je vais me répéter moi-même à la maison. Je vais récapituler un peu. Et c'était parti comme ça. Moi, j'avais 3 mois quand on m'a amené à City Hall, à l'hôtel de ville, quand M. Julian était le maire. Il y avait des anglophones, des Nigériens avec qui nous étions là-bas, des Somaliens, tout ça. Je dis, mais tout le monde a eu peur de parler devant le public. Et puis, surtout en anglais. Il y a une dame de Marymount College qui me dit, toi, tu peux essayer. Moi, je dis, je vais essayer. Je suis levé. Je parlais devant le... En anglais? Oui, en anglais. Et en balbutiant, mais j'ai dit quelque chose. Oui, c'est-à-dire le message est passé. Voilà, le message est passé. Et puis, et ils ont applaudi. C'était un grand étonnement pour moi. Mais qu'est-ce qu'ils applaudissent? J'ai rien fait de ça. Ce sont les encouragements. OK, bon, maintenant, nous avons parlé des problèmes quand on vient ici. Revenons un peu à la source. Donc, ce que nous parlions avant, c'est-à-dire les affaires. Les affaires, c'est-à-dire, c'est ça qui doit... même quand je fais mon petit business, je ne le fais pas seulement pour moi. C'est ça. Je suis en train de contaminer un peu le goût aux compatriotes. C'est pourquoi vous parlez... C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'endorme là, et beaucoup qui s'endorment dans des petits boulots. Ce n'est pas payant, ça n'a pas d'avenir. Et ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Vous êtes sous le pied pendant toute la journée. Mais ça vous roule, l'organisme est fatigué. 10 heures de travail sur le pied. Et ceux qui sont au pays, ils attendent que vous envoyez l'argent aux États-Unis. Ouais. La façon dont vous travaillez, ce n'est pas aisé, puisqu'il y a la neige qui vous bloque, il y a le froid, il y a tout ça. Beaucoup d'éléments qui sont négatifs sur le parcours. Et franchement, c'est pourquoi je dis aux gens, vous empruntez. Je ne suis pas donneur de leçons, mais j'ai dit, tu veux emprunter 1 000 $, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est ça. Ce n'est pas pour aller acheter les habits, ce n'est pas pour aller boire dans un bar, pour impressionner les petites dames, je ne sais pas. Mais je leur dis, mais tu vas investir avec ça? Ou tu payes tes dettes parce que tu as des factures de télévision, de machin. Et j'ai toujours encouragé d'investir même un petit rien. Si tu as pris 1 000 $, investis même 500. Je dis, mais qu'est-ce que je vais acheter? Il dit, mais tu peux acheter des bijoux ici. Tu achètes des bijoux de 500 $. Tu envoies quelque part, tu revends.
Tu peux aller au Canada, tu revends ça parce que le Canada, ils viennent acheter ici. Hein, C'est ça. parce qu'ici, ça coûte moins cher. C'est ça. Et j'essaie de parler avec des gens. Il y a des gens et des dames qui m'ont écouté, qui ont fait ça, qui ne sont pas dessus par la proposition. Vous parlez des cash loans, cash money loans, et puis vous dites, moi, Rachidi, mon entreprise aux États-Unis s'appelle Congo Instant Corporation. Pourquoi amener le Congo ici? Et le Congo, c'est vrai, dans l'environnement. J'ai eu à débattre avec beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu sais, ce nom-là, parce que ce n'est pas... D'abord, quand on crée une entreprise, il ne faut pas seulement voir les Congos ou les Congolais. C'est ça. Parce que ce n'est pas avec les Congolais, ils sont minimes, d'ailleurs. Oui, ils sont minimes, mais ce ne sont pas eux qui vont te faire avancer. Et il faut collaborer avec toutes les communautés. Et moi, je m'étais dit, c'est vrai, mais je vois partout ailleurs, Bangladesh, barbershop, je vois Indien, ceci, cuisine, je vois Porto Rico, et je vois Guatemala, et tout ça, je me dis, ben, ces gens, ils ont déjà inscrit les noms de leur pays d'origine. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas un Congolais ne peut pas... Parce que le Congo est très mal connu ici. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'à l'époque de vieux maréchal qui venaient ici, qui prononçaient des discours, on pensait que les gens ont gobé, mais ce n'est pas vrai, parce que beaucoup ignorent même où se trouve le Congo. Le Congo, oui. Et quand je cause, j'ai dit, mais parce que je suis parmi les initiateurs des petites et moyennes entreprises, il faut mettre le nom du Congo aussi. C'est ça. C'est vrai que la succursale principale est à New York. Ça. Mais ça va être agrandi à Ohio, où j'ai pris contact. Il y a déjà une représentante là-bas. Et j'ai ouvert une succursale à Connecticut, où Flavien, que je ne sais pas, vous connaissez, c'est un compatriote congolais qui a un magasin là-bas, à qui j'ai remis la responsabilité de faire rouler l'affaire là-bas et lui déposer un petit fonds. Bon, alors, qui sont vos clients? Sont exclusivement des Congolais ou bien, et surtout, je connais le milieu où vous vivez, il y a beaucoup, c'est une grande communauté de l'Amérique du Sud. Du Sud, voilà, c'est ça la grande clientèle. Ce sont les Américains du Sud. Ce sont mes grands clients. Les Congolais, ils viennent à peine, depuis plus d'une année que l'affaire a démarré, à peine même qu'ils commencent maintenant à venir parce qu'ils ont appris par des étrangers, c'est-à-dire les étrangers par rapport aux Congolais, que voilà, mais votre frère, il fait ça, parce que j'ai fait la pub aussi, j'ai déposé dans des magasins, des boutiques des Congolais, quand on va dans le deuil, je fais passer un peu le message par la pub, et c'est avec ça qu'ils se sont réveillés, ils se disent, mais bon, tu peux faire ça. Et ils prenaient pour une blague. Non, parce que le problème aussi, M. Rachidi, quand nous circulons surtout ici aux États-Unis, et non, à New York, je voulais dire, la plupart des gens qui sont dans les affaires privées, des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, ce sont les Ouest-Africains, si on veut parler des Africains. Mais les Congolais, généralement, ils cherchent toujours à être dans des bureaux, dans les hôpitaux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Malheureusement, c'est l'héritage belge. D'accord. Que le Congolais est confronté. Le Congolais n'a pas vraiment cultivé cette espèce d'entrepreneur depuis le pays. Tu vas chez nous, c'est des Ouest-Africains qui pullulent dans la ville de Kinshasa. Dans les business. Mais même en Bujimaï, tu vas les trouver, les Ouest-Africains qui vous parlent Chiluba là-bas. Parce qu'ils connaissent qu'il y a le business. Le Mukongo qui est au Bazaïr, il ne veut pas aller là-bas. Ce n'est pas son truc d'aller travailler en Bujimaï où il y a le diamant. Il reste au Bas-Congo. Alors l'Ouest africain, il va partout. Aujourd'hui, il y a le coltan à l'Est. Mais qui prennent le coltan, ce sont les étrangers. Moi, je connais une certaine madame Goulamari, elle est d'origine, c'est pas arabe, quelque chose là, mais c'est elle qui bénéficie maintenant de la sortie, la vente illicite ou la sortie illicite de coltan chez nous. Il n'y a pas de Congolais. Les Congolais sont dans l'informel, des trucs là, sans but.
Oui, on voit par-ci par-là des petites boutiques, mais en général, les Africains, Oui. s'il faut reconnaître, ils cherchent tant peu que mieux se mettre ensemble et à pousser d'autres Africains, s'il faut parler des Africains en général. Donc j'ai senti, par exemple, par-ci par-là, des Congolais qui vous disent non, moi je ne veux pas faire avec les Congolais, j'ai les amis maliens, j'ai les amis comme ça. Et vous voyez que ça semble marcher. Est-ce que c'est quelque chose à encourager ou bien vous pensez que si vous faites des histoires, les Congolais entre eux, les Ivoiriens entre eux, les Guinéens entre eux, ça fera une bonne affaire ou bien la symbiose fera quelque chose de mieux? Il y a beaucoup de cas comme ça que j'ai observé dans les communautés africaines, d'origine africaine. Les Sénégalais ont tendance à rester entre eux. Les Sénégalais ne collaborent pas avec les autres. Ils peuvent vous appeler pour de la figuration, mais c'est entre eux que ça se passe. Les Ghanéens, tu ne pénètres même pas, c'est une tour d'ivoire, c'est enfermé, une boîte métallique. Donc les Ghanéens, c'est eux qui sont parmi les premiers immigrés aux États-Unis, les Ghanéens. Puisqu'ils ont suivi l'exemple de leur ancien président, M. Kwame Nkrumah, qui a étudié les années 40 aux États-Unis et qui en est sorti avec un PhD à l'époque, tu te rends compte? Si bien que chez nous, nous ne savions pas que Lumumba, son mentor, c'était Kwame Nkrumah. Donc, Kwame Nkrumah a ouvert la voie aux Ghanéens pour venir aux États-Unis et s'installer. Je me rappelle quand je venais ici, quand vous... Non, where are you from? Tu dis, je suis de l'Afrique. Are you from Ghana? Ghana. Donc, il y a deux, Ghana, c'est la Nigeria. Nigeria, Ghana. Donc, c'est les deux... Si c'est l'Afrique francophone, on te dit Sénégal. Le Sénégal a la pub un peu plus que nous. Non, nous ne sommes pas connus. Partout, quand j'ai même aux études, donc, vous êtes dans une salle de classe, parce qu'ici, vous savez, c'est la pratique. Donc, vous dites, non, ce que vous dites là, quelqu'un peut vous parler du Congo, il ne connaît rien du Congo. Vous dites, non, moi, je suis congolais. Oh, where is Congo? Ils ne savent même pas là où ils ne connaissent même pas la carte du Congo. Il y a seulement des intellectuels américains. Ils ne sont même pas nombreux. Même moi, je connais un professeur dans la salle de classe qui me demande Congo se trouve à quel niveau de l'Afrique? Voilà. C'est là où Mandela était président? un professeur de l'université. Voilà. Ok, alors nous continuons à parler les difficultés que vous avez rencontrées, M. Rachidi, pour commencer votre affaire. Et, vous êtes cogné à quel mur? C'est-à-dire, je vais dire, c'est pas l'opacité, mais je vais évoquer... L'administration américaine, est-ce que ça vous pose des problèmes? L'administration ne pose pas de problème, ça vous facilite. Ça facilite. Et il y a de boîtes administratives qui fonctionnent ici comme comment on appelle ce qu'il y a à la SAC-49 à Bronx, comment on appelle là où les chômeurs vont, comment encore le nom? Unemployment. Unemployment. Là, cet endroit-là, c'est là où on vous renseigne de tout. Vous voulez être entrepreneur. C'est là où on vous encourage, mais on ne vous donne pas des sous. Pour que ce gouvernement de ce pays, qui peut vous financer tout étranger, à condition que vous fassiez votre business avec discipline, que vous prouvez devant l'Américain ou les boîtes américaines, les banques, que vous avez déjà établi une affaire. Okay. En ce moment-là, ils peuvent venir et vous allouer des fonds pour investir. Oui, moi, je ne suis pas encore allé. Je me dis, ben, je suis en train de me battre avec mes petits moyens. Donc, il faut présenter quelque chose de vous-même. Et puis de là, on dit non, c'est quelqu'un qui a la volonté. Qui a la volonté. Alors, on vous pousse. Et là où on peut vous pousser, vous émerger. Donc, c'est le principe utilisé par l'UNICEF qui dit, faites un pas, on vous dira en faire 1000. Voilà. Et ça, le Ghanéen en ont le secret. Et ils gardent pour eux-mêmes. Ils ne partagent pas. Mais c'est vrai, le Congolais, tu peux partager avec lui. Moi, quand je vais dans nos assemblées, j'essaie d'en parler, mais on ne prête même pas attention. Très indifférent. L'indifférence du Congolais, c'est ça. Tu te bites à l'indifférence du Congolais. Ouais. Il ne veut pas en entendre parler. Il n'a pas appris ça chez nous. Non, lui, il veut que tu lui dises on engage quelque part. Voilà. Alors là, c'est un bon boulot. C'est ça. Dans un bureau. Mais le bureau, ça, vraiment, je ne déçois pas les gens.
tu peux travailler, tu as un diplôme, tu as un PhD, c'est-à-dire un doctorat, tu as un bureau qui fonctionne bien, mais dis-toi qu'au bout du mois, tu ne vas pas te sentir à l'aise. C'est tellement que je ne veux pas rentrer un peu trop dans le fonctionnement le travail et l'administration ici. Ça vous soutire un peu tout. On te donne un chèque et vous signez d'autres chèques. Oui, d'autres chèques. Alors, c'est vraiment un problème. Donc, je suis un peu très intéressé à savoir qu'il y a des Congolais qui font des affaires. Vous êtes un exemple. Et ça semble marcher. Alors, depuis une année que vous êtes dans cette affaire, M. Rachidi, qu'est-ce que vous avez découvert d'intéressant? Est-ce que vous avez des gens qui vous prennent cet argent, ils vous remettent sans problème et ils vous poussent encore à faire mieux? Et c'est vrai qu'il y a des cas douteux, mais dans... Parlons des succès. Oui, le succès, ça veut dire que, en tout cas, je n'ai pas connu beaucoup de cas de refus de rembourser avec intérêt. Si je peux compter, je ne peux pas dépasser 2 cas compliqués. 2 cas. Et les 2 cas, ce ne sont pas dans la communauté sud-américaine, qui me connaissent seulement de façon professionnelle comme ça. C'est chez nous au Congo. et chez nous au Congo, il faut éviter que la plupart des cas, ce sont des dames. C'est ça. Mais la dame, elle vous prend le crédit et pour rembourser, elle commence à te dire des dates un petit peu absurdes. Je me dis, mais comment je vais commencer à évangéliser cette personne qui ne comprend même pas l'intérêt de cette affaire? Le concept même. Oui, voilà. Comment j'essaie d'aller... Est-ce qu'il faut que je prêche la Bible ou je sais quoi? Non, écoutez, j'ai eu encore à parler avec un compatriote. Il dit, je suis dans les affaires. Il a ce qu'on appelle African Market. Donc, tout ce qu'il vend là, c'est rare de voir un Congolais aller là-bas. Donc, et ce sont d'autres communautés qui achètent. Maintenant, les Congolais viennent, quand ils n'ont pas d'argent, pour emprunter. Mais il faut éduquer le Congolais. Le Congolais doit être éduqué. Et ça manque à beaucoup de Congolais. Ce n'est pas tout le monde. C'est ça. Et nous avons reçu des éducations, l'instruction différentes. Tout à fait différent. Et il y a une époque où le Congolais était consciencieux. Et il y a le Congolais d'avant, le maréchal. Le Congolais pendant le maréchal, mais vers la fin du maréchal, c'est là où il y a l'hécatombe, parce que la fin du jour du maréchal a produit des spécimens un petit peu vraiment qu'on ne peut pas décrire. Bon, alors là, nous sommes allés dans le monde des affaires, nous sommes allés dans les immigrés en général. Revenons un peu au Congo. Il y a un problème dans ce pays-là. Oh là là. Ouais. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la diaspora doit contribuer. Et ici, nous avons vu que la diaspora dit non, il n'y a rien à faire, il faut récupérer le pays. Mais entre-temps, le pays s'enfonce davantage. Ouais, bon. Faut-il attendre ou bien il faut faire quelque chose? Bon, c'est que la diaspora, depuis, si tu te rappelles, depuis le début de l'après Laurent Désiré Kabila, la diaspora s'est engagée à collaborer avec l'Occident qui a pris, c'est pas pris en charge à leur façon, à sa façon. Le Congo, accaparés du Congo. Oui, ils se sont accaparés du Congo. Ils ont, ce que nous avons compris par après, qu'ils ont voulu que le Congo se désintègre en petite république, capable d'être satellitée par leur maître. Et alors, maintenant, ils sont confrontés à une situation... La balkanisation, vous voulez dire? Oui, la balkanisation. Et ils sont confrontés à le problème du génocide. Comment vont-ils fermer les oreilles Et comment l'histoire va juger ça? Maintenant, il faut sauver les meubles. Parce que l'édifice brûle. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont là. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont vers la sortie de la crise.
Parce qu'avant, on a... Qui est vers la sortie de la guerre? Les Congolais ou bien... Pas les Congolais, les étrangers. Les étrangers. Donc les Occidentaux, qui poussent les Congolais vers la sortie. C'est vrai qu'il y a tous ces belligérants venus de l'Est, nord-est du Congo, qui sont encore maîtres de la situation aujourd'hui, qui sûrement qu'ils se sont jurés de diviser ce pays-là, si pas de s'accaparer des richesses de ce pays-là, pour en faire l'air. Et ça, c'est un problème très, très préoccupant pour les Congolais. Et il faut que les dirigeants actuels... Non, parlons de la diaspora. Ouais. Qu'est-ce que la diaspora doit faire? La diaspora doit contribuer de façon positive. C'est-à-dire? Positive, c'est-à-dire prendre l'initiative d'abord de s'assembler comme ça, en entités différentes, venues d'Amérique, d'Europe, d'Australie, essayer de débattre, aller au Congo, communiquer avec ceux qui sont sur place. Non, écoutez, je sais, ça c'est ce que tout le monde dit, mais je suis en train de voir d'abord l'avis des Congolais eux-mêmes. La plupart des gens qui sont venus dans la diaspora vers les années 80, 90, ils sont en train de vieillir. Beaucoup. Et nombreux, comme on a dit, ils n'ont pas de repères. Comme vous avez dit, non, abattre, tu dois aller travailler pour les gens, je vais faire mon entreprise. Mais maintenant, ils se sont convertis en mouvement des révolutionnaires. Mais ils tendent vers la pension. Est-ce que leur avenir est garanti? Il y a le désespoir dans cette communauté congolaise. C'est-à-dire qu'on n'a rien reçu ici. Maintenant, il n'y a que chez nous qu'on peut aller faire mieux. Mais chez nous, ce n'est pas tout le monde qui va aller faire la politique. C'est ça. Ce n'est pas la politique seulement qui paye. Mais chez nous. Malheureusement, c'est l'unique entreprise qui paye au Congo actuellement. Oui, parce qu'il y a le vol un petit peu permis. Systématique. Le vol, c'est-à-dire le douanier, toutes les recettes, pour lui, il amène chez lui à la maison. Le contributeur, le service de contribution, il prend des recettes dans le magasin, c'est pour lui. C'est ce que j'ai dit. Bon, moi, je veux qu'on insiste un peu sur la diaspora. Il y a l'âge qui avance pour la plupart, qui sont dans les 40 et plus, et ça donne à ces shows, donc oubliant demain. Est-ce que vous voyez l'avenir de nos compatriotes vers les 60, 70 ans? Est-ce que vous voyez ces gens réussir? Parce que la vie est très dure ici. C'est ça qui fait, quand vous sentez qu'il y a beaucoup de violence, même dans les propos de beaucoup de nos compatriotes, c'est parce qu'ils sont dans cette espèce de désespoir. C'est-à-dire qu'ici, on ne fera rien. Parce qu'on est d'ici, on a des diplômes, mais on ne fait rien ici. Maintenant qu'il faut aller au Congo... Faut-il aller par la force? Non, mais la force ne peut pas résoudre, parce que la force ne va pas abattre le géant occidental. Parce que c'est le géant qui s'asseye sur le fauteuil. C'est ça. Ouais. Et le géant, il a ses représentants qui sont là, qui des figurants. Bon, alors là, il y a le problème de la considération de la diaspora autre que les Congolais. J'ai partagé avec certains amis, ils disent, j'ai dit non, moi je suis du Congo, Kinshasa. Oh, Congo de Mobutu. J'ai dit non, le Congo démocratique. Ouais. Ils disent, c'est géant au pied d'argile. Comment vous analysez ces... Non, ça c'est des propos tout à fait injustement dit par beaucoup de gens, même certains dirigeants que j'ai suivis il y a moins d'une semaine, qui parlaient qu'il manque de leaders au Congo. C'est ça. C'est ça. Et on fait croire que le Congolais ne peut rien, que le Congolais ne peut pas gouverner ce pays parce qu'il est grand. Sarkozy l'avait dit dans un passage comme ça. Donc, quand on parle de géant au pied d'argile, quel est le concept qu'on veut véhiculer là-bas? Mais c'est-à-dire qu'on est incapable... Pas de stable, pas de stabilité. Oui, on est incapable de tenir sur les deux jambes. C'est ça. Et c'est vrai. Il suffit de cocher oui, là, de cocher et puis tout s'écroule. Tout s'écroule. Ouais.
Mais je ne pense pas que c'est vraiment la réalité. Si bien que je revienne sur le maréchal, le président, 32 ans de pouvoir, tu sentais l'autorité de l'État sur tout le coin de la République. Tout à fait. L'autorité de l'État était ressentie. Tout à fait. Moi, à l'époque, j'étudiais à Kisantou. Vraiment, tu vas dans un petit magasin, tu fais quelque chose, il y a un policier qui vient, un gendarme. On ne parlait pas de policiers à l'époque, c'était des gendarmes. Mais il te coffre, il t'amène dans le cachot. À Kisantou, tu te rends compte? C'est la bourse. C'est ça. Tu peux aller même au Chaba, tout ça, Malembankoulou, tout ça. Tu sens l'autorité qui n'existe plus. Cette autorité de l'État, c'est vrai, avec le concours, nous ne continuerons pas toujours à les accuser, mais c'était le but de la personne ou des pays qui ont conçu la mort du Congo, faire disparaître l'autorité de l'État partout. Et comme ça, la désintégration sera facile et autonome. Pouf! Enfin, je pense que le mouvement de la diaspora partout en Occident et à l'Est, à l'Ouest, aux États-Unis où nous sommes, ils sont omniprésents pour dénoncer. Oui, ça manquait dans le passé. Ça marchait, n'est-ce pas? Ça marchait parce que, je vous dis, heureusement, nous avons des institutions qui autorisent à ce que les gens aillent sur la place publique et disent quelque chose. Et tu peux rencontrer, moi, quand j'étais à Kinshasa, je pouvais rencontrer Dano Yamamoto. Mais j'allais à Washington, au département d'État, on cause avec Dano Yamamoto. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec vos problèmes? Mais qu'est-ce que ton ministre fait? À l'époque, c'était Candaluce Rice. Qu'est-ce que moi, je pouvais m'imaginer à Kinshasa un jour rencontrer Dano Yamamoto? Non, juste un ministre au Congo d'abord. Ouais. Pour tu n'as pas, le ministre ne t'accueille même pas, il ne te reçoit pas. Non, tu n'entres même pas sur la parcelle de son bureau, puisque les policiers qui sont là-bas, ils vont t'administrer des coups. Hein. Et ils n'ont même pas de nom, ce sont des excellences tous. Voilà. Donc, vous voulez voir l'excellence. Alors, c'est ça que le dit ici, on a eu la facilité de nous exprimer. C'est vrai qu'avant, ça allait timidement. Le message est en train de passer. Tu t'imagines la dame qui a écrit le livre que Vajana Monologue, cette dame, c'est une grande dame aux États-Unis, elle est activiste. On s'est rencontrés à Downtown un soir où elle a invité l'ambassadeur du Congo là-bas, la dame que je ne connaissais pas, je l'ai rencontrée pour la première fois, et on parle avec Vajana Monologue comme ça. En face, on lui dit, mais ce que tu vas dire à Obama? Elle dit, moi, j'ai retenu. J'ai été au Congo, j'ai été à Goma. J'étais dans le petit recoin là. Mais écoute, mon frère, chaque fois, nous, les Congolais, nous voulons que la solution au problème congolais vienne de l'extérieur. Oh non, on va dire à Obama de faire ça. Oh, Obama, arrête de dire à... Oh non, Louis Michel, tu fais... Comment nous-mêmes... Il y a un exemple que j'ai toujours donné dans des émissions que j'ai vécu personnellement. J'étais en Zambie, je voulais aller en Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, à un certain moment, ils ont dit, pour qu'un Congolais aille en Afrique du Sud, il doit laisser une garantie de $1000 à l'ambassade. À l'ambassade. Quand moi je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé en Zambie, j'avais tous mes papiers, donc le monsieur me voilà. Il me dit, mais où est-ce que tu vas? Je dis, non, je vais rendre visite à mon frère là-bas. Il a vu le papier que j'ai travaillé dans un hôpital en Zambie. Il dit, moi, il y a beaucoup de Congolais, chaque jour, il me montre la liste des Congolais qui passent chaque jour en Zambie pour l'Afrique du Sud. Et il me montre la liste de ceux-là qui ne sont pas revenus pour dire que cet argent, les $1000, ils ont laissé là-bas, c'est parti. Il me dit, est-ce que vous raisonnez? Chez vous, là-bas, vous êtes en train de combattre, vos frères sont les noirs de peau comme vous. Vous avez échoué, vous fouillez. Vous allez à l'Afrique du Sud. Nous avons combattu l'homme blanc avec des fusils. Nous, on n'avait pas de fusils. Mais pourquoi vous avez échoué de combattre vous-même et récupérer votre pays au lieu d'aller dans le pays? Mais il y a la cacophonie chez nous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tendances. Comment toutes ces tendances peuvent se mettre ensemble? Et ici, l'occupant connaît très bien
la psychologie du Diviser, Congolais. diviser Pour mieux régner. Ils vont privilégier certains, ils vont désavantager les autres, ils vont semer un petit peu de querelles entre eux. Et ça, c'est l'héritage belge. C'est ça. L'héritage belge. Endurci Le par wallon et le Mobutu. flamand ne s'entendront Non, jamais. endurci par le système Mobutu. Le maréchal, le président, a contribué beaucoup à ça. Et nous n'avons pas l'accuser. Il n'a pas fait que de mauvaises choses. Là, Il a réalisé beaucoup de bonnes choses aussi. Hein. Beaucoup. Quand même, l'unité nationale, Ok, non, là, je vous dis, le socle, c'est son œuvre. Hein. Fondamental. Mais c'était aussi assis sur un château en argile. Donc ça, Oui, en argile. comme il l'avait dit, après moi, ça sera les déluges. C'était le déluge. Mais il voulait ça parce que, comme on l'appelait Dieu, il était Dieu. Mais après le Dieu, c'est quoi? C'est le déluge. C'est ça. Dieu s'en va. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que vous conseillez, parce que nous tendons vers la fin, qu'est-ce que vous conseillez à la diaspora africaine en général et les Congolais qui sont en train de passer leur temps à beaucoup d'activités sans préparer leur pension, leur futur? Moi, je conseillerais à beaucoup de nos compatriotes et des Africains en général de penser d'abord à créer quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra entrepreneur, mais faire quelque chose que dans un futur proche vous soutienne dans le cas où vous n'avez plus de la force pour travailler, quelque chose que vous créez qui puisse produire pour le pays d'origine. Nous ne sommes pas venus ici seulement, moi je m'installe en Amérique, mais mon business va aller au Congo. Je vais investir au Congo, c'est vrai. Les gens vont se moquer de moi quand j'irai dans la rue pour leur dire « Tu vas investir, qu'est-ce que tu vas produire ?» Et ça va être avec un suivi. Si je te prête des sous, il y aura un suivi pour que je sache où va le capital. Bon, non, là, est-ce que ça vous intéresse? Parce que moi, je prends l'argent, je vais vous rembourser. Vous n'avez pas à savoir où je vais amener cet argent. Non, non, non. Mais comme ça, on laisse maintenant le bateau sans capitaine naviguer. Et il va s'embourber quelque part et c'est fini. Oui, bon, enfin, l'essentiel, c'est que vous récupérez votre argent. Franchement, moi, je pense que ce n'est pas une bonne politique. Moi, j'ai conçu ça, je me dis, au Congo, il y aura toute une équipe. On analyse ce que tu veux faire. C'est quoi? Est-ce que tu veux investir dans ce domaine? Est-ce que ça va produire? J'aurai des gens qui vont étudier sur le terrain le dossier. Voilà. Ils vont investir en ci, cela. Si vraiment cet investissement ne va pas produire, on te dit carrément que ton dossier n'est pas passé parce que les critères ne sont pas vraiment remplis. C'est ça. Mais ceux-là qui veulent réussir, nous allons les accompagner. On n'a pas encore trop de fonds. Je vais chercher des fonds, beaucoup de fonds, pour que les Congolais, les Américains d'abord ici en profitent. Mais chez moi aussi, il doit y avoir un signe de Congo Match Instant Corporation. Donc, c'est pour le futur des Congolais. Et je ne vois pas encore... La politique, c'est pour nous stabiliser. La situation sécuritaire du Congo est encore dramatiquement critiquée un peu partout. Et ce n'est pas de mensonge. Il n'y a pas de sécurité au Congo. C'est ça. Enfin, ce que vous dites là, je pense que ce n'est pas impossible. J'ai été invité dans une soirée guinéenne. Ce que les gens ont parlé là-bas, je me suis dit, où sont les Congolais? Franchement, il y a des gens qui ont des sociétés d'assurance. J'avais entendu une histoire commencer comme ça en Europe, où les gens payent l'argent ici et les leurs sont pris en charge par les hôpitaux de la place. Donc, dans ce pays, c'est très avantageux. On m'a invité d'aller voir leur bureau. Ils ont un immeuble très organisé. Les Guinéens. Mais le Congolais doit être éduqué. Et nous allons dans les domaines. Parce qu'il y a les gens, les Congolais, ils peuvent toujours travailler, on les donne un chèque. Il y a des gens, comme vous avez dit là, il a une entreprise bien assise ici aux États-Unis à New York. Il paraît après un certain moment, quand on voit que tu avances un peu, l'État
donne un petit rien pour... Oui, un peu de ponction. Oui. Et les gens, ils vous font des histoires ici. Et il y a aussi, du côté de l'ONU, il y a un secteur qu'on appelle les ONG. Donc, ce sont les gens, ils étudient ce que vous faites là. On vous pousse à faire avancer ou améliorer la vie des Africains dans les pays pauvres, dans l'Asie et consorts. Ouais. Mais nous sommes toujours absents. Mais absent, c'est vrai que les Congolais commençaient à sortir les années 90. Donc, Quand la crise a commencé à frapper le pays, c'est ça. nous sommes parmi les derniers en Afrique à sortir et venir à l'étranger. Nous ne sommes pas les derniers puisque... Il y a les Angolais, c'est vrai. Les Angolais ne sortent pas, les Botswanais ne sortent pas. Non, les gens là qui ont encore la vie ils ont décente, tout chez eux. Oui, c'est ça. Mais les Congolais, il est sorti presque en dernier. Et en masse. En masse. Et cette masse, pour la plupart, ils ne sont pas préparés de vivre cette vie moderne. Beaucoup ne sont pas préparés. Je ne veux pas dire seulement les études. Il y a la moralité aussi. Voilà. Ouais, ça rentre en Alors, qu'est-ce qu'il y a des compte. jeunes, les jeunes qui viennent tout récemment, juste en une minute, ceux-là qui viennent ici, ils s'amènent aussi dans l'histoire des jobs, comme ils appellent ici. Ils dorment dehors, ils travaillent dans des magasins. J'ai éduqué, ceux-là qui tombent, qui passent par moi, j'ai toujours dit, j'avais beaucoup de filles qui sont passées par moi, je leur disais toujours d'aller à l'école. Parce qu'ils m'ont trouvé dans la maison. Moi, je me levais le matin à 5 h du matin. J'allais à l'université. Et je dis, si vous arrivez ici, vous devez aller à l'université. Nous avons besoin de vous dans le futur. Le futur de vos familles ici, de vos familles en Afrique. L'exemple que vous donnerez. Et bon, il y a certains qui m'ont emboîté, qui ont pris le chemin de l'école. Mais j'ai découvert tout dernièrement, je vous en ai parlé, un petit groupe de jeunes Congolais qui sont venus, qui sont dans les universités ici. J'ai beaucoup salué ça. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Merci, M. Rachidi. Merci d'être venu, de partager votre expérience. Nous croyons que ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous allons nous retrouver pour donner encore de la matière à nos frères africains en général et aux Congolais. Alors, à vous, nous vous disons qu'il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que les autres entrepreneurs d'autres pays qui peuvent faire mieux. Vous êtes capables de le faire. Donc, vous qui êtes toujours à l'avant pour la libération du Congo, courage, mais tenez, l'âge avance, vous devez préparer votre avenir puisque la pension n'attend pas et quand vous n'avez pas préparé ça, vous aurez des difficultés. Donc, c'est votre ami de tout le temps, John Kayembe, depuis New York City, dans les studios de la Voix de la démocratie congolaise. Merci. Merci beaucoup, Dan.